Les gens qui sont dans l'industrie de la restauration achètent des actions de biotechnologie. Les gens qui sont dans l'industrie chimique achètent des actions pétrolières. C'est totalement absurde. Les gens ne comprennent pas leur avantage naturel et ils ne l'utilisent pas. Aujourd'hui, nous recevons Peter Lynch. Le magazine Time l'a nommé gestionnaire de fonds numéro 1 aux États-Unis. Il a été pendant plus de 13 ans à la tête du fonds d'investissement Magellan. C'était un fonds commun de placement d'actions généralistes de premier plan. Son nouveau livre, Beating the Street, offre des conseils sur la sélection d'actions et la maximisation des profits. Et aujourd'hui, il est ici pour nous parler de tout ça. Vous avez écrit un livre intitulé One Up on Wall Street, et je crois savoir que c'est l'un des livres les plus vendus sur la bourse. Alors pourquoi avez-vous décidé d'écrire un autre livre? Je pense que la raison pour laquelle je l'ai écrit est que j'essaie d'expliquer aux gens leurs avantages concurrentiels, leurs avantages naturels, et qu'ils devraient s'impliquer dans les actions de manière plus stratégique, et qu'ils devraient le faire avec un minimum de connaissances. Ça, c'est le sujet que vous avez développé dans votre premier livre, oui. Et évidemment, ce livre n'a pas connu un grand succès, parce que le pourcentage des gens qui investissent dans les actions a diminué. En 1960, les gens avaient 40% de leur actif financier, y compris leur maison, en actions et en fonds communs de placement. En 1980, ce chiffre était tombé à 25%. Il est maintenant tombé à 17%. Pourquoi pensez-vous que c'est arrivé? Je pense que la décennie des années 80 a été la meilleure de ce siècle pour les actions. Si des gens ont réussi à perdre de l'argent en bourse dans les années 80 en investissant par eux-mêmes, c'est principalement parce qu'ils utilisaient de très mauvaises méthodes d'investissement. Donc j'ai vraiment l'impression que je voulais que les gens comprennent. Attention, je ne dis pas que les gens doivent acheter des actions. Je dis juste que si vous souhaitez acheter des actions, alors vous devriez faire certaines choses correctement. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces choses, alors vous devriez plutôt laisser votre argent à la banque. Votre philosophie est simple, et je me souviens que dans votre livre précédent, votre philosophie c'était « si vous trouvez quelque chose auquel vous vous identifiez », et je me souviens d'ailleurs de l'histoire de votre femme et de ses bas. Oui. Votre femme a vu des sous-vêtements dans un magasin et vous a dit « ce sont les plus belles pièces que j'ai jamais vues ». Et quand votre femme a dit cela, vous saviez que c'était un bon produit qui était meilleur que les autres. Vous aviez l'habitude de séjourner à l'hôtel La Quinta. Le service était extraordinaire, le prix était intéressant et vous avez dit « c'est un endroit que je pourrais recommander ». Moi, Peter Lynch, peux dire que c'est un bon produit. Si ces gens fabriquent un bon produit, leurs revenus vont augmenter, donc le cours de leur action va augmenter. Ça, c'est le genre de processus de prise de décision que les gens devraient suivre, n'est-ce pas? Exactement. Je ne pense pas que les gens comprennent qu'il existe une corrélation entre ce qui arrive aux bénéfices d'une entreprise sur plusieurs années et ce qui arrive aux actions. Si McDonald's performe bien en tant qu'entreprise, alors les actions performeront bien également. Vous savez, les gens s'inquiètent de beaucoup trop de choses. Ils s'inquiètent du prix du pétrole, de qui sera le nouveau président, de qui est nommé à la Cour suprême, et même de la couche d'ozone. Tout ça n'a rien à voir avec les bénéfices de McDonald's. Si les bénéfices de McDonald's augmentent dans les 10 prochaines années, alors le cours de l'action va monter. Mais ce qu'ils vous diront, Peter, c'est que ces éléments extérieurs influencent le montant des bénéfices d'une entreprise. Si nous sommes en récession, les gens ne dépenseront pas autant d'argent pour aller au cinéma ou pour leurs loisirs. Vous devez donc faire attention à ces paramètres, parce qu'ils ont un impact. Oui, toutes ces choses sont importantes, mais vous n'avez aucune idée de quel impact elles vont avoir. Alan Greenspan est à la tête de la Réserve fédérale et il ne peut pas prédire les taux d'intérêt. Il peut les influencer, mais il ne peut pas les prédire. Il ne peut pas prédire quels seront les taux d'intérêt à long terme dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il s'étonne lui-même du niveau du taux actuel. Alors comment suis-je censé prédire l'économie? Vous vous souvenez de la récession de 1982, avec un taux préférentiel de 20%, 14% de chômage, 12% d'inflation? Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait dit en 1980 ou 1981 que cela allait arriver. Et tout d'un coup, nous avons eu la pire récession depuis la Grande Dépression. Je n'avais rien lu de tout ça dans les journaux. Alors c'est stupide de vouloir penser à toutes ces choses. Il y a une phrase de vous que j'aime beaucoup. J'ai des actions dans Dunkin' Donuts. Lorsque vous possédez des actions Dunkin' Donuts, vous n'avez pas à vous soucier des importations coréennes. Et vous n'avez pas à vous soucier de la masse monétaire. C'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Si vous ne comprenez pas ce que fait l'entreprise, vous ne devriez pas investir dedans. Si vous parvenez à prédire le marché boursier, prédire l'économie, prédire les taux d'intérêt, mais si vous achetez quand même les mauvaises actions, alors vous allez perdre de l'argent. Je dis que les gens ont des avantages naturels. Disons que vous êtes dans l'industrie de la restauration. Vous fournissez des emballages alimentaires, du matériel de cuisine, ou même vous aidez à construire des restaurants. Si vous regardez McDonald's, Chi-Chi's, Chili's, Cracker Barrel, Dunkin' Donuts, KFC, Taco Bell, que des entreprises à succès. Leur cours a été multiplié par presque 40. En investissant dedans à l'époque,
vous auriez gagné 40 ou 50 fois votre mise de départ. Vous n'avez pas besoin de réussir ce genre de coup plusieurs fois dans votre vie. Et tout ce que vous aviez à faire, c'était de suivre l'industrie de la restauration. Les gens qui travaillent dans l'édition, dans l'industrie chimique, dans l'industrie du papier, pourquoi n'investissent-ils pas dans leur industrie? Vous n'avez besoin que de quelques actions par décennie. Combien de bonnes actions avez-vous besoin au cours de toute votre vie? Au lieu de ça, les gens qui sont dans l'industrie de la restauration achètent des actions de biotechnologie. Les gens qui sont dans l'industrie chimique achètent des actions pétrolières. C'est totalement absurde. Les gens ne comprennent pas leur avantage naturel et ils ne l'utilisent pas. Donc c'est mauvais numéro 1, mais pire numéro 2, si vous ne pensez pas que vous êtes un bon patineur, ou si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas un bon violoncelliste, vous n'allez même pas essayer. Mais les gens qui achètent des actions, ils ne sont pas découragés, ils pensent que c'est juste un jeu, que c'est un pari. Donc ils misent sur une action pendant 1 semaine et demie, et celle-ci augmente, et ils gagnent 2 $ dessus. Puis ils la vendent pour en acheter une autre. Au bout de 3 ans, tout ce qu'ils ont fait, c'est payer beaucoup de commissions, et ils ont probablement perdu beaucoup d'argent. C'est une erreur. Si vous ne comprenez pas une entreprise, si vous ne pouvez pas l'expliquer à un enfant de 10 ans en moins de 2 minutes, alors n'investissez pas. Car lorsque l'action baisse, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, que faites-vous? Vous en achetez plus, vous la vendez, vous jouez à pile ou face, et il y a de fortes chances que votre courtier ne sache pas réellement quoi faire non plus. Oui, personne ne sait à l'avance ce qui va se passer. Alors achetez ce que vous connaissez, investissez dans votre secteur d'activité, investissez dans des entreprises locales. Oui, mais supposons que vous n'avez pas de secteur d'activité. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des entreprises locales, de bonnes entreprises. 10 ans après l'entrée en bourse de Walmart, c'est une entreprise qui a 25 ans aujourd'hui. Vous auriez pu acheter des actions et gagner 50 fois votre mise de départ. Juste après son entrée en bourse, le titre avait déjà fait x5. Donc vous auriez pu faire x250. Ce que je veux dire, c'est que disons que vous êtes dans une ville. Walmart décide de s'y implanter et vous vous dites « Ce magasin est génial, les produits sont excellents et il y a plein de bonnes affaires. » Vous avez travaillé un peu, vous avez juste fait quelques recherches. Parce que les gens sont très prudents lorsqu'ils achètent un lave-vaisselle, ils font beaucoup de recherches, mais ils ne font aucune recherche lorsqu'ils investissent 10 000 $ dans une action dont ils ont entendu parler dans le bus. Ça n'a aucun sens. Donc si vous avez fait un peu de recherche, vous vous dites que Walmart n'est présent que dans 10% des États-Unis. Ils sont loin d'avoir saturé le marché. Alors pourquoi ne pourrait-il pas se développer dans le reste du pays? C'est ce que je développe dans mon livre en y ajoutant des exemples concrets. C'est un peu plus détaillé, je montre comment je fais vraiment. J'ai choisi 21 actions au début de l'année 1992. Certaines ont bien performé, d'autres pas du tout. J'ai suivi attentivement ces sociétés. Les fondamentaux de certaines sociétés se sont détériorés, d'autres se sont améliorés. Je les ai observés tout au long de l'année. J'explique aussi le secteur de la vente au détail. J'essaie vraiment de rendre les choses simples. Et je parle d'un exemple incroyable. C'était une classe de 5e. La professeure de cette classe avait lu mon premier livre. Elle a lu le livre et je lui ai dit « Si vos élèves comprennent les mathématiques de base, alors ils comprendront la bourse. » Elle a dit « D'accord ». Elle a commencé à enseigner mon livre à des élèves de 5e. Ces enfants devaient étudier les entreprises, analyser les bilans financiers pour voir s'ils étaient bénéficiaires, et ils sélectionnaient des actions. Les actions qu'ils ont choisies ont augmenté de 69% en 2 ans, alors que le marché n'avait progressé que de 20%. Ils ont choisi des actions comme Limited, Gap, Walton. Ils comprenaient ces entreprises. Ils ont aussi choisi IBM, mais sur ce coup, moi aussi j'ai perdu de l'argent. C'était une école à Arlington, dans le Massachusetts. Dans les années 80, il y avait 8000 clubs d'investissement aux États-Unis. Ce sont des amateurs, des gens ordinaires qui investissent. Parmi tous ces clubs d'investissement, 62% d'entre eux ont battu le marché. Alors qu'au cours de la décennie des années 80, seuls 25% des professionnels ont battu le marché.